Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'un véritable problème de santé publique, l'inceste et les agressions intrafamiliales. Alors bien sûr, les lois répriment toutes les violences sexuelles, toutes sans exception, que ce soit évidemment le viol, les agressions sexuelles sans pénétration, mais aussi les atteintes sexuelles. Les atteintes sexuelles, c'est un peu curieux dans notre code pénal. Ce sont des actes sexuels commis sur des enfants qui n'ont pas la majorité sexuelle, qui est de 15 ans, mais sans violence, menace, contrainte et surprise. Eh bien la surprise, c'est que un adulte peut avoir un rapport sexuel avec un enfant qui serait soi-disant consentant. Pendant longtemps, ça a été comme ça, et maintenant on a un peu progressé parce que c'est le juge qui va décider si oui ou non l'enfant était consentant. Inutile de vous dire que pour moi, les relations sexuelles entre les adultes et les enfants devraient être interdites. Alors, il y a aussi une chose intéressante, c'est que le code pénal a réintroduit au mois de mars 2016 l'inceste, sans modifier beaucoup la loi, car simplement le mot est apparu, ce qui a une importance symbolique très importante. Les statistiques, j'y reviens, on les a vues la semaine dernière. Disons simplement que les violences sexuelles sont extrêmement fréquentes, que dans une vie entière, elles touchent environ 20% des femmes, près de 10% des garçons, qu'il y a 4 millions de victimes de l'inceste en France. 4 millions de victimes de l'inceste en France, c'est-à-dire 7% de la population. Il y a une définition des violences sexuelles, je ne vais pas vous la lire textuellement, mais elle est très intéressante parce qu'il est noté notamment que l'enfant paresse consentant ne prouve absolument pas qu'il ne s'agit pas d'une agression sexuelle, quoi qu'en dise la loi française qui devrait évoluer sur ce plan-là. Bien entendu, il ne faut pas prendre les jeux, les enfants qui jouent au docteur ou au papa et à la maman pour des agressions sexuelles. Il faut quand même une certaine différence d'âge. Et notez bien quand même que les 3/4 des agressions sexuelles se passent dans le cadre familial ou avec des très proches de la famille. La famille n'est pas un endroit de tout repos. Alors il y a vraiment un déni de la maltraitance et des violences sexuelles et notamment de l'inceste. Les professionnels de santé ne font que 5% des signalements et des informations préoccupantes. Pourquoi ? Eh bien parce que la plupart se passent dans le cadre familial et que la famille c'est sacré. On ne peut pas toucher à la famille sans que 3 millions de personnes descendent dans la rue pour manifester. On l'a vu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, le premier interdit dans les 10 commandements entre les créatures et le Créateur, ce n'est pas tu ne tueras point, c'est honore ton père et ta mère sous peine de mort. C'est-à-dire, si tu veux que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc vous voyez, sous peine de mort. Donc c'est un peu difficile de dénoncer ses parents. Et puis il y a des diagnostics absolument merveilleux. Par exemple, l'hyperactivité. Des enfants hyperactifs, nous médecins, nous aimons bien ce mot-là, c'est un joli nom. Et puis on a un médicament, une explication toute faite. Un peu comme la spasmophilie dans le temps, vous vous rappelez ? Tous ceux qui étaient un peu anxieux étaient spasmophiles, on leur donnait du magnésium. Et bien voilà, on en est là. Et pour vous donner un exemple d'Évry, puisque j'ai travaillé à Évry, arrive à l'école un petit gamin dont la maîtresse suspecte qu'il est maltraité, mais ce jour-là, il a vraiment des ecchymoses. Enfin, c'est évident qu'il a reçu une raclée. Signalement. Les parents sont convoqués à la brigade des mineurs et l'enfant est un hyperactif. Alors, non, il énerve un petit peu le policier parce que toutes les victimes d'agressions répétées énervent tout le monde. Hein. Vous savez, bon, dans la répétition, nous aussi on tombe dans la répétition. Et le père dit, vous comprenez, regardez de temps en temps, voilà, ça part, je le regrette. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous chez un psy, tout ça. Le policier se laisse convaincre en disant, bon, il faut taper un peu moins fort. Et nous, 8 jours après, on a cet enfant sur notre table d'autopsie à Évry. Vous voyez, bon. Alors, et puis il y a des théories merveilleuses. Le piège du soupçon de l'inceste. Alors, pour certains psys, il y a un livre sous ce nom-là. Quand vous soupçonnez l'inceste, eh bien, c'est aussi grave que s'il y avait eu l'inceste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les faux souvenirs, les fausses allégations.
Et puis la résilience. Alors la résilience mal comprise, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable pour les enfants. Vous voyez le petit canard, hein? Eh bien hop, vous voyez, pan, il prend un grand coup sur la tête et qu'est-ce qui devient le petit canard? Un magnifique cygne. C'est ça la théorie de la résilience mal comprise. En vérité, moi je ne vois pas de cygne. Moi ce que je vois ce sont des canards boiteux et il faut éviter que ces canards deviennent boiteux, mais il faut les aider. Et enfin, il y a une théorie très à la mode qui s'appelle le syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire que dans les divorces conflictuels, quand il y a des allégations de maltraitance grave, de viol, etc., c'est toujours les mères qui manipulent les enfants pour couper les liens avec le père. Et j'ai vu des statistiques ahurissantes, notamment que dans 80% des cas de divorces conflictuels, les enfants font de fausses allégations, c'est-à-dire qu'ils mentent. Je vous rappelle qu'à Outreau, tous les enfants menteurs ont pourtant été reconnus victimes. Alors c'est un peu compliqué quand même de repérer l'inceste et les maltraitances parce qu'il n'y a aucun signe pathognomonique. Alors parfois il y a des choses qui sont un peu quand même étranges. Un traumatisme des organes génitaux sans explication. La gamine ou le gamin qui s'est assis, s'est blessé en descendant de la baignoire. Des infections. Alors les infections, c'est pas du tout bon. Les comportements anormalement sexuels chez les enfants, puisque les enfants, vous verrez, ils rejouent toujours la même chose. Et donc, ce qu'ils ont subi, ils le font subir à leurs petits camarades. Des troubles fonctionnels. On ne comprend pas l'enfant qui a toujours mal à droite, à gauche, à droite. Des troubles du comportement, notamment des troubles du comportement alimentaire. Le professeur Courtecuisse à Bicêtre, il y a une vingtaine d'années, peut-être plus, avait eu la surprise de voir que toutes les jeunes filles anorexiques, presque, ou celles qui avaient des troubles des conduites alimentaires, de même que les suicidantes, avaient subi des violences sexuelles à la maison, ou de graves. Bon, voilà. Les tentatives de suicide, les fugues, la toxicomanie, la prostitution, et puis voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Et on peut le savoir de deux façons, en posant la question et aussi en repérant des ruptures biographiques. Alors, il faut que nous repérions les enfants. Il faut, quand nous avons un doute, faire un signalement. Ce n'est pas de la délation, c'est du repérage. C'est confier à des gens qualifiés, ou du moins on espère qualifiés, la responsabilité de savoir si oui ou non il y a maltraitance. Mais nous pourrions aussi poser des questions aux enfants. Alors pour un adulte, c'est extrêmement simple. Vous demandez à un adulte qui vient vous consulter, avez-vous subi dans votre vie des violences physiques, sexuelles, des graves négligences, et vous aurez 30% de réponses positives. À un enfant, on ne peut pas poser la question directement, car il pourrait répondre oui pour vous faire plaisir. Donc, un enfant, quand on l'interroge, et ça devrait être assez systématique, il faut absolument être non suggestif. Il ne faut jamais citer une personne et jamais citer un acte. Et toujours commencer par une question positive. Vous pouvez dire à un enfant, raconte-moi quand ça se passe bien à la maison. Alors il va vous dire, c'est formidable quand toute la famille est là, qu'on regarde un film, un DVD ensemble. Très bien. Maintenant, raconte-moi quand ça ne se passe pas bien à la maison. Et là, il peut vous faire une révélation, ou pas d'ailleurs. Mais surtout, aucune question suggestive. Vous avez quelques exemples sur ce diaporama. Vous commencez toujours par une question positive. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien que l'on te fasse? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas que l'on te fasse? Toujours commencer par une question positive. Et si nous avons une réponse positive, il ne faut pas faire une enquête. L'enquête, ce n'est pas nous, c'est la police, c'est la médecine légale, ce sont les experts. Nous devons nous signaler cette situation aux autorités compétentes. Alors, mes chers collègues médecins, souvent je vous entends dire que la maltraitance c'est compliqué et vous ne voyez pas toujours le lien qu'il y a avec votre profession de médecin traitant. Eh bien, regardez cette enquête extraordinaire qui a été faite en 1988 par le professeur Felitti.
Felitti, qui est un interniste hospitalier, il a commencé à comprendre que les gens qu'il voyait souvent avaient été maltraités. Alors il a interrogé 15 000 Américains moyens, il a eu près de 10 000 réponses et on s'aperçoit que, regardez le tableau, hein, mais il y a des choses quand même assez étonnantes. Ils fument 2 fois plus, ils font 12 fois plus de tentatives de suicide, ils font des dépressions, ils font du diabète, de l'obésité, les cancers sont corrélés aussi avec des maltraitances. Et ils ont énormément de partenaires sexuels parce qu'ils sont extrêmement instables. Alors cette étude, elle a été reproduite dans de nombreux pays. L'OMS aide les pays à organiser cette ACE Study, ça s'appelle l'ACE Study. En France, nous n'avons pas réussi à la mettre en place car nous n'avons pas eu 3 000 € de subvention pour faire venir le professeur Felitti lors d'un colloque. Alors comment ça s'explique ? Écoutez, ce n'est pas la maltraitance elle-même qui est responsable du trouble. Vous voyez, c'est bien indiqué sur ce petit schéma. Il y a des facteurs de risque, par exemple un chromosome, vous verrez un exemple, hein, et puis il faut un facteur déclenchant, et puis le trouble. Eh bien, ça a été étudié pour beaucoup de choses, notamment l'âge et le côlon irritable. Beaucoup d'études qui font un lien entre le stress, les maltraitances et un chromosome qui porterait une possibilité de développer un trouble, dépression, trouble des conduites, etc., etc. Eh bien, s'il n'y a pas de maltraitance, on développe mal la maladie. Si on était maltraité, on développe la maladie. Les conséquences sociales. Eh bien, les conséquences sociales sont absolument monstrueuses. Et c'est pareil, le nombre d'études qui font un lien entre la maltraitance, les troubles de la personnalité, et les comportements criminels, la maltraitance et les comportements criminels sont légion. Écoutez, j'ai vu, moi, 17 ou 18 djihadistes en prison. Tous ont été maltraités, ont eu des vies difficiles. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas la seule explication, mais quand même, ça pourrait quand même interpeller les gens. Donc, pour conclure, les maltraitances, eh bien, il y a un pôle psychosocial, il y a ce déni, il y a tous ces systèmes agresseurs que j'ai déjà créés précédemment qui font que les gens présentent des troubles de la personnalité, qu'avec ces troubles de la personnalité, ils peuvent devenir parfois des agresseurs, parfois des victimes, les stéréotypes, et donc ils reproduisent, et ceci est encouragé par notre société, les autojustifications. Et vous voyez, c'est un espèce de cercle infernal qu'il faut finir par interrompre. Et la seule façon de l'interrompre, c'est de dépister les maltraitances, car la maltraitance, c'est un problème de santé publique complètement ignoré ou minimisé par notre société, par le ministère de la Santé. Les maltraitances ne font pas partie du plan national de santé 2016. Je vous remercie.